Salut à tous, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu spéciale consacrée à une liste subjective des 10 plus grandes batailles du Moyen-Âge qui ont eu un impact significatif. Il est important de noter que le Moyen-Âge, qui s'étend généralement du 5e au 15e siècle, a été marqué par de nombreuses batailles importantes. Il est donc primordial d'être conscient que les données historiques de cette période peuvent être imprécises et varier en fonction des sources. En 10e position, la bataille de Myrioképhalon, qui a eu lieu en 1176, fut un affrontement crucial entre les forces de l'Empire byzantin dirigé par l'empereur Manuel Ier Comnène et l'Empire seljoukide, dirigé par le sultan Kilich Arslan II. Cette bataille s'est déroulée près de la passe de Myrioképhalon, dans l'Anatolie, une région stratégique de l'Empire byzantin. L'empereur Manuel Ier Comnène avait entrepris une campagne militaire pour renforcer la frontière orientale de l'Empire byzantin. Néanmoins, lors de leur avancée, les Byzantins ont été pris au piège dans une embuscade tendue par les forces seljoukides. La passe de Myrioképhalon, une gorge étroite entourée de collines, offrait un avantage tactique aux Seljoukides. La bataille a commencé par une attaque seljoukide surprise qui a engendré le chaos parmi les rangs byzantins. Malgré une résistance acharnée, les forces de Manuel Ier ont été encerclées. L'empereur lui-même a échappé de justesse à la capture, mais la majeure partie de son armée a subi des pertes importantes. La défaite à Myrioképhalon a eu des conséquences désastreuses pour l'Empire byzantin. Elle a marqué la fin des ambitions territoriales de Manuel Ier dans la région et a sapé la confiance en sa capacité à défendre les frontières orientales. Bien que la bataille n'ait pas entraîné une perte territoriale significative, elle a symbolisé le déclin continu de l'Empire byzantin face aux forces turques. La bataille de Myrioképhalon a également illustré la complexité des relations entre les Byzantins et les Seljoukides, avec des tentatives infructueuses de négociation avant le conflit armé. Finalement, cette défaite a contribué à affaiblir davantage l'Empire byzantin, qui continuait à lutter contre les pressions extérieures et les défis internes. En 9e position, le siège d'Orléans, qui s'est déroulé pendant la guerre de Cent Ans en 1429, a été un événement crucial dans l'histoire de la France. La ville d'Orléans était assiégée par les forces anglaises, dirigées par le duc de Bedford pendant plusieurs mois, et le siège a pris une tournure décisive avec l'intervention de Jeanne d'Arc. Les Anglais, qui contrôlaient une grande partie du nord de la France à l'époque, cherchaient à consolider leur emprise en s'emparant d'Orléans, une ville clé sur la route de Paris. Le siège avait commencé en octobre 1428, et les forces anglaises, bien équipées et soutenues par des troupes mercenaires, avaient réussi à affaiblir les défenses de la ville. En avril 1429, Jeanne d'Arc, une jeune paysanne inspirée par des visions divines, est arrivée à Orléans. Avec le soutien du dauphin Charles, le futur Charles VII, elle a convaincu les commandants français de la laisser participer à la défense de la ville. Jeanne d'Arc a apporté un moral élevé et un élan spirituel à l'armée française. Le siège a atteint son point culminant le 7 mai 1429, lorsque les forces françaises, sous le commandement de Jeanne d'Arc, ont lancé une attaque décisive contre les lignes anglaises. La bataille a été un succès pour les Français, marquant un tournant dans le conflit. Les Anglais ont levé le siège, mettant fin à la menace immédiate sur Orléans. La victoire à Orléans a eu un impact significatif sur le moral des troupes françaises et a renforcé la légitimité de Charles VII en tant que prétendant au trône. Jeanne d'Arc est devenue une figure héroïque et emblématique de la guerre de Cent Ans. Cet événement a contribué à inverser la dynamique du conflit, conduisant finalement à d'autres succès français et à la consolidation du règne de Charles VII. En 8e position, la bataille de Manzikert, qui a eu lieu en 1071, a été un tournant majeur dans l'histoire de l'Empire byzantin et a ouvert la voie à l'invasion turque de l'Anatolie. Elle a opposé les forces de l'Empire byzantin, dirigées par l'empereur romain IV Diogène, aux Seljoukides sous le commandant d'Alp Arslan. L'Empire seljoukide, une confédération turque d'Asie centrale, s'était étendue à l'ouest et avait commencé à exercer une pression croissante sur les territoires byzantins en Anatolie. L'empereur romain IV Diogène a entrepris une campagne militaire pour contrer cette menace. La bataille a eu lieu près de Manzikert, aujourd'hui Malazgirt en Turquie, le 26 août 1071. Les forces byzantines étaient composées d'une armée mixte, d'unités régulières et de troupes de mercenaires. Alp Arslan, en utilisant des tactiques habiles, a réussi à attirer une partie des forces byzantines dans une embuscade, créant la confusion parmi les rangs byzantins. Au cours du combat, l'empereur romain IV Diogène fut capturé par les Seljoukides. Les Byzantins subirent une défaite dévastatrice, marquée par d'importantes pertes humaines et territoriales. La défaite à Manzikert a ouvert la voie à l'invasion seljoukide de l'Anatolie, entraînant la perte de vastes régions pour les Byzantins. Les conséquences de la bataille de Manzikert ont été étendues.
Sur le plan militaire, elle a affaibli l'Empire byzantin, créant une opportunité pour les Seldjoukides et d'autres forces turques de s'emparer de territoires clés. Sur le plan politique, la défaite a eu des répercussions importantes, contribuant à des intrigues et des luttes de pouvoir à Constantinople. Certains historiens considèrent la bataille de Manzikert comme un événement fondateur qui a contribué à façonner l'histoire ultérieure de la région. En 7ème position, la bataille de Kulikovo, qui a eu lieu le 8 septembre 1380, fut un affrontement décisif entre les forces russes dirigées par le grand prince Dmitri Donskoy et l'armée mongole de la Horde d'Or sous le commandement de Mamaï. Elle s'est déroulée près de la rivière Don, à Kulikovo-Pol, dans la région de Tula, en Russie. La Horde d'Or mongole, ayant établi son pouvoir sur la Russie au XIIIe siècle, exigeait des tribus et exerçait un contrôle politique sur les principautés russes. Néanmoins, des tensions internes et des rivalités au sein de la Horde ont conduit à des dissensions, notamment entre Mamaï et Tokhtamysh. Le grand prince Dmitri Donskoy a profité de ces dissensions pour rassembler une coalition de principautés russes et défier l'autorité mongole. La bataille de Kulikovo a été le point culminant de cette confrontation. Le champ de bataille était choisi stratégiquement, avec la rivière Don à l'arrière des forces russes. Les deux armées se sont affrontées dans un combat acharné. Les Russes, bien que numériquement inférieurs, ont utilisé des tactiques défensives et ont réussi à briser la formation mongole. Le résultat de la bataille a été une victoire stratégique pour les Russes. Cependant, Dmitri Donskoy n'a pas poursuivi immédiatement son avantage, en raison des pertes subies et de la nécessité de consolider son pouvoir. Bien que la bataille de Kulikovo n'ait pas marqué la fin de la domination mongole sur la Russie, elle a affaibli la Horde d'Or et a ouvert la voie à une série d'événements qui ont finalement conduit à la chute du joug mongol en Russie. La bataille de Kulikovo est devenue un symbole important dans l'histoire russe, célébrée comme une étape vers l'indépendance et la libération du contrôle mongol. En 6ème position, la bataille de Bouvines, qui s'est déroulée le 27 juillet 1214, fut une confrontation cruciale pendant la Troisième Croisade. Elle opposa les forces du roi de France, Philippe II Auguste, à une coalition comprenant l'Empire germanique, l'Angleterre et la Flandre. Le contexte de la bataille était marqué par des rivalités complexes en Europe. L'empereur Othon IV, soutenu par le roi d'Angleterre Jean sans Terre et le comte de Flandre Ferrand de Portugal, cherchait à contester la montée en puissance du roi français Philippe II Auguste. Les enjeux étaient territoriaux, politiques et dynastiques. La bataille eut lieu près du village de Bouvines, dans le nord de la France. Les forces françaises étaient significativement moins nombreuses que celles de la coalition, mais Philippe II Auguste, avec l'aide de ses alliés, notamment le comte de Boulogne et le duc de Bourgogne, a déployé des tactiques stratégiques. La bataille fut féroce et bien disputée. Les forces françaises réussirent à briser les lignes ennemies, malgré leur infériorité numérique. L'empereur Othon IV fut capturé au cours du combat, ce qui entraîna la dispersion des forces de la coalition. La victoire à Bouvines consolida la position de Philippe II Auguste en tant que monarque puissant en Europe. Elle affirma la légitimité de la dynastie capétienne et renforça la centralisation du pouvoir en France. Sur le plan diplomatique, la bataille affaiblit temporairement les liens entre l'Empire germanique et l'Angleterre. La bataille de Bouvines eut des conséquences à long terme sur l'équilibre des pouvoirs en Europe, contribuant à l'affirmation de la prééminence française. Elle est devenue emblématique dans l'histoire médiévale européenne, en illustrant la capacité d'un leader tactiquement astucieux à triompher malgré des désavantages numériques. En 5ème position, la bataille de Nicopolis, qui eut lieu le 25 septembre 1396, fut un affrontement majeur entre les forces chrétiennes européennes et l'Empire ottoman. Elle se déroula près de Nicopolis, une ville située sur les rives du Danube, dans l'actuelle Bulgarie. Cette bataille était un épisode de la guerre ottomano-hongroise et marquait l'expansion continue de l'Empire ottoman en Europe. Les forces chrétiennes, composées principalement de troupes hongroises, françaises, bourguignonnes et d'autres contingents européens, s'étaient rassemblées pour contrer l'expansion ottomane dirigée par le sultan Bayezid Ier. Les croisés, sous la bannière du roi de Hongrie Sigismond de Luxembourg et le duc de Bourgogne Jean sans Peur, espéraient stopper l'avancée ottomane dans les Balkans. La bataille débuta par une charge de cavalerie chrétienne, qui initialement réussit à percer les lignes ottomanes. Cependant, l'indiscipline et le manque de coordination parmi les forces chrétiennes permirent aux Ottomans de reprendre l'avantage. Les janissaires ottomans, bien organisés et disciplinés, infligèrent des pertes considérables aux croisés. Les renforts ottomans arrivèrent sous la forme de troupes de cavalerie légère, et la bataille prit un tournant décisif en faveur des Ottomans. Les forces chrétiennes subirent une défaite importante, marquée par des pertes substantielles, et de nombreux commandants chrétiens furent faits prisonniers.
La bataille de Nicopolis fut une victoire stratégique pour l'Empire ottoman, consolidant son contrôle sur les Balkans. Elle démontrait également l'efficacité des tactiques militaires ottomanes, y compris l'utilisation des janissaires. Cette défaite eut des conséquences importantes pour les États chrétiens d'Europe, soulignant la nécessité d'une coordination plus efficace face à la puissance montante de l'Empire ottoman. La bataille de Nicopolis reste ainsi un événement clé dans les relations entre l'Occident chrétien et l'Empire ottoman à la fin du Moyen-Âge. En quatrième position, la bataille d'Azincourt, qui a eu lieu le 25 octobre 1415 pendant la guerre de Cent Ans, fut un affrontement majeur entre les forces anglaises du roi Henri V d'Angleterre et les forces françaises sous le commandement du connétable Charles d'Albret. La bataille s'est déroulée près du village d'Azincourt, dans le nord de la France. Les Anglais, déjà victorieux à la bataille de Crécy en 1346, utilisaient une tactique militaire novatrice basée sur l'archerie longue. L'armée anglaise était composée en grande partie d'archers, bien entraînés, soutenus par des hommes d'armes. Les Français, quant à eux, comptaient sur une force plus diversifiée, incluant une forte cavalerie. Les terrains boueux et les précipitations ont compliqué la situation pour les lourds chevaliers français, en les ralentissant et en entravant leur mobilité. Le jour de la bataille, les archers anglais tirèrent des volées de flèches longues sur les chevaliers français, infligeant des pertes considérables. Le roi Henri V, avec une force numériquement inférieure, réussit à exploiter les conditions du terrain en adoptant une formation défensive. Les archers anglais, protégés par des pieux plantés dans le sol, repoussèrent les charges répétées des chevaliers français. La bataille d'Azincourt se solda par une victoire écrasante pour les Anglais. Les pertes françaises furent extrêmement lourdes, tandis que les pertes anglaises étaient relativement légères. La bataille eut un impact significatif sur la guerre de Cent Ans, renforçant la réputation de l'armée anglaise et consolidant le prestige d'Henri V. La défaite française à Azincourt fut attribuée en partie aux tactiques dépassées des chevaliers lourdement armés face aux archers anglais. Cette bataille a illustré le pouvoir croissant des armées équipées d'archers et a marqué un chapitre important dans l'histoire militaire médiévale, influençant les stratégies futures. En troisième position, la bataille de Crécy, survenue le 26 août 1346 pendant la guerre de Cent Ans entre l'Angleterre et la France, fut une confrontation majeure qui opposa les forces du roi Édouard III d'Angleterre à celles du roi Philippe VI de France. La bataille s'est déroulée près de la ville de Crécy-en-Ponthieu, dans le nord de la France. L'armée anglaise, sous le commandement du prince noir Édouard de Woodstock, fils du roi Édouard III, était composée principalement d'archers, utilisant l'arquelon, une arme redoutable à longue portée. Les Français, dirigés par le roi Philippe VI et ses chevaliers, constituaient une force majoritairement de cavalerie. Le terrain de la bataille a été sélectionné stratégiquement par les Anglais, qui se sont positionnés sur une colline défensive. Les archers anglais ont créé une redoutable ligne défensive, protégée par des pieux et des palissades, tandis que les hommes d'armes étaient disposés en formation compacte. Au début de la bataille, les archers anglais ont déclenché des volées massives de flèches, créant le chaos parmi les rangs français. Les charges répétées des chevaliers français se sont heurtées à une défense solide et aux effets dévastateurs des arquelons anglais. La boue rendait difficile l'avancée de la lourde cavalerie française. La bataille de Crécy s'est soldée par une victoire décisive pour les Anglais. Les pertes françaises furent considérables, tandis que les Anglais subirent des pertes relativement légères. Cette bataille a marqué un tournant dans la tactique militaire, illustrant le pouvoir des archers et mettant en évidence les faiblesses des charges de cavalerie traditionnelles face à une défense disciplinée. La bataille de Crécy a également eu des implications politiques, contribuant à affirmer la suprématie militaire de l'Angleterre pendant la guerre de Cent Ans. Elle a influencé les tactiques futures et a démontré l'importance de l'infanterie bien entraînée et équipée dans les conflits médiévaux. En deuxième position, la bataille d'Hastings, qui a eu lieu le 14 octobre 1066, fut un affrontement décisif pendant la conquête normande de l'Angleterre. Elle opposa les forces du duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, aux troupes du roi Harold II d'Angleterre. La bataille se déroula près de Hastings, dans le Sussex, en Angleterre. La question de la succession au trône anglais avait plusieurs prétendants, mais le déclencheur immédiat fut la mort du roi Édouard le Confesseur en janvier 1066. Harold II fut couronné roi d'Angleterre, mais Guillaume de Normandie contesta cette succession, affirmant qu'Édouard lui avait promis le trône. Les deux armées se rencontrèrent sur le champ de bataille. Les forces de Guillaume étaient composées principalement d'archers, d'infanterie normande et de cavaliers montés, tandis que l'armée d'Harold comprenait des archers anglais et une infanterie solide. La tactique principale de Guillaume était de rompre les lignes anglaises en utilisant des archers et des cavaliers pour affaiblir les défenses ennemies avant de lancer une attaque frontale. Les archers normands et les cavaliers ont créé des brèches dans les rangs anglais. La bataille fut féroce et finalement déterminée par une manœuvre tactique.
Guillaume, voyant la résistance acharnée des Anglo-Saxons, feignit une retraite, provoquant une poursuite désordonnée des troupes anglaises. Les Normands retournèrent alors la situation, encerclant et détruisant les forces d'Harold. La bataille d'Hastings fut une victoire décisive pour Guillaume le Conquérant. Harold II trouva la mort sur le champ de bataille, et Guillaume devint roi d'Angleterre, instaurant la dynastie normande. Cette bataille a eu des implications majeures pour l'histoire de l'Angleterre, modifiant la structure sociale et politique du pays et introduisant des éléments normands dans la culture anglaise. En première position, la bataille de Tours, aussi appelée la bataille de Poitiers, qui s'est déroulée en 732 près de la ville de Tours en France, fut un affrontement majeur entre les forces chrétiennes du royaume franc dirigées par Charles Martel et l'armée musulmane du califat omeyyade sous le commandement d'Abd al-Rahman al-Ghafiqi. Au début du 8e siècle, les forces musulmanes, après avoir conquis une grande partie de la péninsule ibérique, avançaient vers le nord de la Gaule. Charles Martel, maire du palais du royaume franc, rassembla une armée pour faire face à cette menace. En octobre 732, les deux armées se rencontrèrent près de Tours. Les Francs, bien que numériquement inférieurs, étaient mieux équipés et organisés. Charles Martel utilisa des tactiques défensives, formant une ligne solide d'infanterie protégée par des boucliers et des armures. L'armée musulmane, principalement composée de cavalerie légère et d'archers, se lança dans des charges répétées. La bataille fut intense, avec des combats acharnés entre les lourds fantassins francs et la cavalerie musulmane. Finalement, les Francs réussirent à résister aux assauts musulmans. Abd al-Rahman al-Ghafiqi trouva la mort au cours du combat, et ses troupes furent repoussées. La victoire franque à Tours est souvent considérée comme un tournant dans l'histoire de l'Europe, arrêtant temporairement l'avancée musulmane vers le nord. Cependant, son impact immédiat a parfois été exagéré, car les raids musulmans en Europe ont persisté pendant un certain temps. Malgré cela, la bataille de Tours demeure significative en raison de son rôle potentiel dans la préservation de la chrétienté en Europe occidentale. D'ailleurs, si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur Charles Martel qui s'affiche à l'écran. Et vous, quel est votre avis ? Partagez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!